Conakry, 11 mars 2014 au sommaire, plus de 4 milliards de francs CFA investis par le gouvernement malien pour faciliter les échanges commerciaux avec la Guinée. Les entrepôts maliens ont été inaugurés ce mardi à Foudiadi par le président Ibrahima Boubacar Keïta. Justice, installation des membres du Conseil supérieur de la magistrature. Ils sont 17 membres. La mise en place de cet organe garantit l'indépendance de la justice. Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre attention et bienvenue dans cette édition. Le président de la République du Mali a inauguré ce mardi les entrepôts maliens en Guinée, situés à Foudiadi, dans la préfecture de Koya. L'action vise à faire le port autonome de Conakry un terminal de transit des marchandises maliennes. Ces entrepôts ont coûté plus de 4 milliards de francs CFA, entièrement financés par le gouvernement malien. L'axe de coopération guinéo-malienne se renforce et se diversifie. Fodé Camara signe ce reportage. Ce site de 5 hectares est pavoisé de couleur rouge et vert, les couleurs des drapeaux de deux pays dont les dirigeants partagent la vision de faciliter les échanges commerciaux entre Conakry et Bamako. Ici à Foudiadi, à 50 km de Conakry, sur 3 hectares aménagés, 3 hangars contigus d'entreposage sont construits par les établissements Karkaba, sur une surface de près de 8000 m2 avec un volume de stockage de plus de 51 000 m3 de marchandises. Pour nous, c'est un honneur, un grand honneur que le président de la République du Mali vienne inaugurer ces locaux. Autre infrastructure, une plateforme multifonctionnelle de 5000 m2 servant de parking, d'aire de manœuvre des remorques et de stockage de 350 conteneurs. Des dispositions susceptibles de désengorger le port autonome de Conakry. Quel que soit aujourd'hui le nombre de conteneurs, que ce soit le 20 pieds, que ce soit les 40 pieds, vous voyez l'espace qui est là, qui est réservé pour habiter ces conteneurs à destination de Bamako. Sur ce site, des bureaux sont construits pour l'administration des entrepôts et les services de police, de douane et de transit, sans oublier d'autres dispositions pour faire du terminal de Conakry une porte d'entrée et de sortie des marchandises maliennes. Nous sommes très contents et très confiants en l'avenir avec nos frères guinéens pour booster les activités sur ce corridor-là, au bénéfice des populations. Toutes les facilités à mettre en place au plan physique, au plan tarifaire, au plan institutionnel vont être mises en place pour que le port autonome de Conakry soit la marée la plus belle par rapport à Dakar et Abidjan. À proximité du flanc de la chaîne de montagne du Kakoulima, le projet de construction des entrepôts militaires maliens avance. Il est déjà exécuté à près de 39%. Le coût global de toutes ces infrastructures s'élève à plus de 4 milliards de francs CFA, financés par le gouvernement malien. D'ici 2015, nous aurons ici l'ensemble réalisé. Et puisque on me l'a dit et promis, Inch'Allah, je serai de retour ici pour en faire le constat avec le président Alpha Condé et mon frère Mohamed Saïd, Inch'Allah. C'est un projet structurant, c'est un projet qui va contribuer à désenclaver le Mali, un projet qui va rapprocher le Mali d'un port ami. Et je vous le dis, nos coûts d'approche en tant que pays enclavé sont excessifs. Et grâce à Foudiadi et les autres projets qui vont suivre, Foudiadi n'est que le début d'un ensemble, dont un port sec futur à Syrie sûrement, qui vont tous contribuer à réduire nos coûts d'approche. Donc à rendre le transport vers le Mali beaucoup plus fluide et beaucoup plus aisé et moins onéreux. Il y a donc là que du bonheur. En plus du port sec de Kabélé, ces infrastructures de stockage vont faciliter la fluidité au niveau du port autonome de Conakry et faire du terminal de Conakry un terminal de transit pour le Mali, un pays voisin, sa littoral. Fodé Camara, merci pour ce reportage. Vous le savez déjà, le sotiquement de Cancan n'est plus. Et l'agent François Kaba est décédé hier à Conakry des suites de maladie. Le chef de l'État, professeur Alpha Condé et son hôte de marque, le président Ibrahima Boubacar Keïta, se sont rendus ce matin dans la famille mortuaire à Sangoya pour présenter les condoléances. Vive émotion, douleur et conservation. Voici le reportage de Sanassi Keïta et Doudou Traoré. À la clinique Ambroise Paris, El Hadj François Kaba est né en 1930 à Barankorodou, commune urbaine de Cancan. Parents, amis, proches
proches et collaborateurs de l'illustre disparu sont aujourd'hui à Sangoya, à la maison mortuaire, pour compatir à la douleur qui afflige la famille Kaba. En première ligne, professeur Alpha Condé et son hôte de marque, IBK, Ibrahim Boubacar Keïta, président de la République du Mali. Ici, l'occasion a été ainsi mise à profit par le général Bourema Condé pour transmettre les messages de salutation et de compassion des deux présidents en ces termes. Donc, président Brana, allez les souma salila wiyatoro allez les kasanke bola wiyatoro min wulito kawakanka allez les salala wila wiyato foido ana doke mali président ba na yinso Ibrahim Boubacar Keïta ko kana ko kaji bon yala mais ko ka no saya kele kanka memma kanka ye le ro so de kanka e dina so le di asine mumma wole di marayali ala kana foli marayali Allahumma kana kan sabarlandi ale le fa sané ale le blanque sané ko fana be fa yankun ale le la citoyen do sané na le krente bide ay flabe président ba flani ou fla kuma kaneli. En réponse, la famille Kaba a formulé des prières et bénédictions pour professeur Alpha Condé et Ibrahim Boubacar Keïta afin que Dieu le Tout-Puissant les assiste dans leur mission de développement en faveur de leur pays, la Guinée et le Mali. Iba sola kirike ke sanini kadi muoma abasewa adafo furu na wato de la dia kelbede we mun ni ko barka ka do silo ala bukara barka ka do do mebe kera ka dam na hanga na bila bila ala bukara do mebe ke do ka barka do bela de do ala bukara président ibeka ala masrala amin ala masrala amin ali ko ni nam jire na ko ni na jamana na ko ni na aramada yagne alkuru ni natna ala mukara ala amin amin na yalla amin to bela de ka pe yara ala mukara ala amin amma jamana de ya ka suma ala mukara ala amin ka te beni ka be ko do amma jamana de na ni ngante ala mukara ala amin fitna ni malibi fitna ka tarasa ala mukara ala amin. El Hadj Ousmane Kaba sera inhumé vendredi prochain à Kankan, ville qu'il a vu naître en 1930. Après donc l'âme de Elhadj Ousmane Kaba Sotikemo de Kankan. La première dame de la République, Yaya Condé, et sa sœur Aminata Maïga, première dame du Mali, ont entamé ce mardi une série de visites dans la capitale. Ce matin, elles ont visité le centre Mère et Enfant Bernard Kouchner de Coronti, le musée national de Sendervalia et l'école maternelle du Jardin des Octobres. Suivez le compte-rendu de Ali Badara Condé. La Guinée et le Mali, deux poumons dans un même corps. Pour matérialiser cette réalité, la première dame de la République, Yaya Condé, et sa sœur Aminata Maïga, première dame du Mali, ont entamé une série de visites dans la capitale. C'est le centre médico-communal Bernard Kouchner, situé à Coronti, qui a constitué la première étape de cette visite. Inaugurée le 8 mars à l'occasion de la fête internationale des femmes, cette structure sanitaire offre des soins dans le domaine de la santé maternelle et infantile, une vision partagée par la présidente de la fondation, Prosmi. Ce centre va contribuer à réduire les souffrances des femmes pour la consultation prénatale, pour l'accouchement, le suivi de la grossesse, l'accompagnement de la grossesse, donc l'obstétrique, pour l'accouchement et en cas de complications de la césarienne. Donc il y a aussi la prise en charge de l'enfant depuis la naissance jusqu'à l'âge préscolaire. Donc cette structure a pour rôle d'aider les femmes en général et les femmes enceintes en particulier. Donc nous sommes très heureux que la première dame amener la première dame du Mali, sa consoeur, pour voir le bijou qu'elle a et qu'elle sache qu'effectivement elle est dans l'amélioration de la santé de la population.
Après le centre médico-communal Bernard Kouchner, Hadja Kondé et son hôte se sont rendus au musée national du Sandervalia. À travers les différentes salles d'exposition, ces deux premières dames ont visité les œuvres d'art des 4 régions naturelles de la Guinée. Parmi ces œuvres, on peut citer le masque de Nimba, symbole de la fécondité, le Niamou des Érékoré, le Dakoya de Kirouani et le Piomdo du pays Kissi. Je suis toujours très heureuse de recevoir des personnalités au musée. Et je voudrais profiter pour dire merci à la première dame, parce que depuis qu'elle est première dame, chaque fois qu'une de ses homologues vient en Guinée, elle lui fait visiter le musée. Ça veut dire qu'elle sait que c'est la culture qui est au-devant de tout. C'est à partir de la culture qu'on découvre un pays. C'est à partir de la culture qu'un pays se fait respecter. Je lui dis merci pour ça. Pour marquer son passage au musée national guinéen, la première dame du Mali, Aminata Maïga, a signé dans ce livre d'or. De Sandervalia, nous voici à l'école maternelle du jardin 2 octobre. Là, ils sont nombreux, ces tout petits, qui sont encadrés par une équipe d'institutrices qualifiées. Nous sommes liés culturellement sur tous les plans et surtout l'amitié qui existe entre nos deux époux, c'est des frères. Donc c'est pour ça que je suis très contente. J'ai dit qu'elle est là chez elle. J'ai tenu à la faire visiter l'hôpital mère-enfant puisque c'est un domaine sur lequel je travaille. La fondation qui a été créée est essentiellement dirigée dans ce domaine. Parce que en Afrique de l'Ouest, la Guinée est le pays où il y a le plus de décès maternels et infantiles. Et ça, c'est intolérable. Parce que lorsqu'une femme est enceinte, la famille est contente, on pense à ce que la famille va s'élargir et tout. Et patatras, il y a des bébés, la maman meurt. Après, ça entraîne tant de misère, il faut lutter contre ça. Surtout que c'est avec des petits moyens, c'est pas des histoires de gros sous, c'est des questions de suivi des femmes en grossesse pour prévenir le moindre souci et tout de suite une prise en charge est enclenchée et le problème est terminé. Alors l'école maternelle, parce que c'est la seule école maternelle gérée par l'État, donc j'ai tenu à la faire, c'est la fondation qui gère actuellement ce centre. J'ai pu visiter ce bijou, ce centre mère et enfant. Vous savez, la santé mère et enfant dans le pays mondial, c'est une structure, je dirais, très structurée. Parce que vous avez jusqu'au laboratoire, vous avez des salles de réveil pour ceux qui viennent accoucher, vous avez des salles de préparation. Vraiment, c'est un bijou qui vient d'être ouvert, je pense que ça devrait le 8 mars. Je souhaite en tout cas qu'il demeure un bijou, ça je me dis. Dans le musée nous a fait revisiter l'histoire du Mali. Nous savons que la culture est un point très important du développement. Je l'avais déjà visité il y a quelques années, ce n'était pas comme ça, mais j'ai dit des encouragements à la directrice et à son équipe. Quant à ce complexe, je dirais un complexe parce que c'est un jardin d'abord de loisirs, les gens peuvent venir, mais c'est également une école qui vous prend quand même d'enfants, de bébés jusqu'au CPR. Donc en première année, comme on dit chez nous, je pense que c'est très important parce que c'est un secteur éducatif. Cette journée de visite a aussi été mise à profit par certains artistes guinéens et maliens pour véhiculer le message de paix et de quiétude sociale. Ils ont aussi rappelé à travers chants et danses les liens séculaires qui existent entre la Guinée et le Mali. Dans le même registre, 2 protocoles d'accord sont en examen dans le cadre de la coopération guinéo-malienne et portent sur l'interconnexion ferroviaire et la valorisation du barrage de Fomi. Ces accords seront signés mercredi en présence des chefs d'État du Mali et de la Guinée. Le point avec Alia Kamara. Une meilleure fluidité dans la circulation routière à Conakry. Le même schéma que suggèrent les frères maliens sur l'axe Mamou-Kouroussa en chantier de rénovation. Le corridor routier Conakry-Bamako, seulement 930 km, pourrait apporter beaucoup à la redynamisation des liens de fraternité historique entre les deux pays. À côté, il y a une liaison ferroviaire en embuscade à établir. Le protocole d'accord sur le transport est prêt. Il pourrait être signé demain.
Nous avons à ce titre évoqué la nécessité de créer toutes les conditions pour que ce corridor Conakry-Bamako puisse fonctionner. Vous savez que le port de Conakry est plus proche de Bamako que le port d'Abidjan et de Dakar. Mais il faudrait travailler sur un certain nombre de paramètres qui pourront nous permettre de rendre ce corridor efficace. Et je pense que c'est un volet extrêmement important pour la population entre le Mali et la Guinée. Le second protocole à signer demain concerne le domaine de l'énergie. Ce face-à-face de travail entre ministres maliens et guinéens a également évoqué les questions de frontières et d'échange d'expériences. L'intérêt pour le Mali, pour l'agriculture et l'élevage, est très important. Nous sommes un pays essentiellement à vocation agricole, nous n'avons pas de port, nous n'avons pas de pétrole, et pour le moment nous ne sommes pas un scandale minier. Donc notre grande richesse, c'est la terre et sa mise en valeur. L'agriculture, production végétale, production animale, production piscicole, aquacole, production forestière. La Guinée et le Mali sont deux poumons dans un même corps. Ces deux pays ont tout en commun, la même histoire, presque les mêmes variétés linguistiques, les mêmes couleurs de drapeau, simplement disposées différemment, comme pour dire que Conakry et Bamako sont les deux facettes d'une même pièce. La Guinée et le Mali sont deux pays liés par l'histoire et la géographie. La crise que le Mali vient de traverser a été ressentie par le peuple de Guinée. C'est pourquoi l'armée guinéenne, à l'image des autres pays du continent, s'est fortement impliquée dans les opérations de restauration et de maintien de la paix au Mali voisin. Un commentaire de sergent Alassane Diaby, correspondant de la presse militaire. En début 2012, le nord de la République du Mali tombe dans les mains des groupes armés djihadistes. À Conakry, la réaction est énergique. Professeur Alpha Condé a pris position pour la défense de l'intégrité territoriale du grand voisin malien. Aussitôt, le président de la République a ordonné la mise en condition opérationnelle d'une compagnie. Dès début février 2013, il a solennellement assisté au départ de la compagnie guinéenne Nimba, composée de 160 hommes environ, déployés aux côtés des forces françaises de l'opération Serval et les troupes africaines regroupées au sein de la mission internationale de soutien au Mali, MISMA, devenue de nos jours MINUSMA. Ce qui est arrivé au peuple malien, au gouvernement malien, à l'État malien, est préoccupant pour toute l'Afrique de l'Ouest, et particulièrement la Guinée. Puisque, comme on aime bien le dire, la Guinée et le Mali sont deux poumons dans un même corps. Et nous ne pouvons pas rester insensibles à ce qui arrive au peuple malien. D'où votre présence ici aujourd'hui. Et cette présence va être renforcée au niveau du bataillon et la relève sera assurée convenablement. En fin d'année 2013, le bataillon Gangan est constitué pour une formation de mise en condition opérationnelle avant projection, ce à l'aide de la coopération militaire française et américaine. Ce bataillon est prêt à être déployé au nord Mali, conformément à la volonté politique des autorités de la Troisième République. Cette détermination de la Guinée à œuvrer pour la restauration et le maintien de la paix au Mali est l'expression manifeste de l'excellence des relations historiques qui lient les deux nations. Au cours du séjour du président malien en terre de Guinée, professeur Alpha Condé et Ibrahim Aboubacar Keïta vont également se pencher sur des questions sécuritaires, dans l'espoir que ce pays frère va totalement recouvrer son intégrité territoriale pour une paix durable et un développement harmonieux de la sous-région ouest africaine. La communauté malienne vivant en Guinée entretient de très bonnes relations avec ses frères de Guinée. Les ressortissants maliens sont bien intégrés dans des familles et ils sont impliqués dans de nombreuses activités socio-économiques de la Guinée. Notre reporter Aboul Aziz Baldé est allé à la rencontre de certains commerçants maliens ici à Conakry. Voici leur témoignage. Elhadj Fabori Sissoko est un jeune commerçant malien âgé de 38 ans vivant en Guinée depuis 16 ans. Il vend du tissu ici au rond-point Amdalaï dans la commune de Ratoma. Pour lui, vivre en Guinée est un réconfort. J'ai ouvert le magasin à 98 et j'ai ouvert ici, je n'ai jamais rencontré aucun problème. Les
Guinéens respectent très bien Maliens ici, comme c'est l'air, on est dans le Mali même. On dirait qu'on n'est pas dans l'aventure. Comme Fabrice Sissoko, nombreux sont les Maliens qui revendent dans les petites boutiques dans les rues de Conakry. Pour ce jeune homme originaire de la région de Caï, c'est la Guinée qui l'attire comme lieu d'aventure. Je préfère la Guinée. La Guinée me plaît. Ma première aventure, c'est la Guinée ici. Je ne connais pas un autre pays. Si ce n'est pas Mali ou la Guinée, je n'ai pas rentré dans un autre pays. Dans la foulée, les clients saluent l'entente qui existe entre ces deux États. Pour eux, la Guinée et le Mali partagent la même culture. Il y a de très bonnes relations entre nous et les Maliens ici. Très bonnes relations. Depuis fort longtemps, ils sont là. Donc il n'y a pas de problème. Ces deux pays entretiennent de bonnes relations et collaborent dans plusieurs secteurs. Avec l'arrivée d'IBK sur la terre guinéenne, ces relations se renforcent davantage. Restons toujours dans le cadre de la coopération. Le tissu basin est un élément d'intégration entre la Guinée et le Mali. Depuis des lustres, le basin est prisé par les deux peuples. Mabinti Laïsouma, notre reporter, s'est rendu dans un atelier de couture et de confection du basin. Suivez son reportage. Elle s'appelle Domani Koulibaly et elle est teinturière. Installée depuis 17 ans en Guinée, Domani Koulibaly a hérité son métier de sa mère guinéenne. J'ai appris ça avec ma maman. Elle a appris à Bamako. Moi, j'ai appris ça en Guinée. Depuis, ça fait 14 ans comme ça, je fais ça ici, avec mon mari et mes enfants. Ici, des bassins riches de première qualité, après quelques étapes de transformation, prennent plusieurs couleurs. Palaman, bougie, gaïla et même le nouveau modèle appelé cocaïne. Les produits, j'achète ça à Madina ici, couleur sud sud avec ciel et les couleurs aussi. Si c'est 3 couleurs, on attache pour 3 fois. Si c'est une seule couleur, on attache pour une seule fois. Après maintenant, on met dans le couleur pour faire la finition. Après la finition, on va rincer. Après, si on a fini de rincer, on met dans l'amidon. Après la teinture, le bazin se retrouve dans les mains des tapeurs. Quelques coups, le tissu est prêt pour la couture. Nous sommes à l'atelier de couture de maître Alioune Barry. Sous les doigts expérimentés de ce Malien, le bazin prend plusieurs formes. De couture femme africaine, il y a tout dans le catalogue. Si vous venez, vous choisissez ce que vous voulez, on fait comme ça. Si vous me chargez aussi de choisir un modèle pour vous, là aussi on pourra. Le bazin malien est très prisé par les Guinéens, surtout en période de fête, ce qui fait de ce tissu un élément d'intégration entre le Mali et la Guinée. L'autre temps fort de cette édition, cérémonie d'installation des membres du Conseil supérieur de la magistrature, c'était hier lundi à la Cour d'appel de Conakry. Ils sont 17 membres. La mise en application de cet accord, de cet organe, garantit l'indépendance de la justice. Tierno Younoussaba signe ce reportage. C'est fait. La justice guinéenne se dote d'un Conseil supérieur de la magistrature. Cet organe constitutionnel de l'État devra assurer la gestion de la carrière des magistrats et veiller à leur indépendance. 17 membres composent cet organe et disposent de prérogatives en matière disciplinaire. Le Conseil supérieur de la magistrature donne également son avis pour tout cas de nomination de magistrats, qu'il soit du siège ou du parquet. Aujourd'hui est un jour historique pour la justice guinéenne. À partir de ce jour, vous les magistrats, je m'adresse à vous premièrement, vous avez un organe qui à la fois va vous protéger votre indépendance, mais également un organe qui va assurer ce qu'on appelle la discipline, voire la sanction dans le corps. Sur les 17 membres du Conseil supérieur de la magistrature, 13 d'entre eux sont élus par leur père magistrat, alors que les 4 autres sont membres d'office, dont le chef de l'État qui assure la présidence de l'organe. Et les élus mesurent la complexité de leurs tâches. Ce Conseil supérieur de la magistrature règle la discipline des magistrats, règle le fonctionnement des juridictions, règle en principe aux côtés du ministre de la Justice et du président de la République tous les problèmes qui concernent les magistrats et la justice guinéenne.
En marge de la cérémonie de l'élection des membres du Conseil supérieur de la magistrature, le ministre d'État à la Justice a échangé avec la presse nationale sur les questions liées à la réforme du secteur, l'évolution de la procédure dans le dossier du 28 septembre, la problématique de l'exécution des décisions de justice, entre autres. Dans l'actualité encore, un atelier de planification stratégique s'est ouvert ce matin à Conakry. Il se tient à l'intention des membres du bureau, des présidents, des commissions et des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale. La rencontre doit ficeler un plan d'action pour les 5 prochaines années. C'est une initiative du NDI avec l'appui de l'USAID. Mahamoud Dobari, reportage. Multiplie les approches pour accompagner la nouvelle Assemblée nationale. C'est dans cette dynamique que le gouvernement américain, à travers l'USAID, a initié cette formation des parlementaires guinéens. Les membres du bureau de l'Assemblée nationale, les présidents des commissions techniques, les présidents des groupes parlementaires et les différents directeurs de l'administration parlementaire se dotent d'un plan d'action stratégique, un instrument qui participe au renforcement des capacités des parlementaires pour une véritable efficience. Cette retraite parlementaire, financée par l'USAID, a été mise en œuvre par le National Democratic Institute pour un véritable enracinement de la démocratie. J'espère que cela inclura non seulement la possibilité d'avoir une institution qui fonctionne dans les règles du jeu. Les députés ont un rôle essentiel à jouer dans le vote des lois en tant que courant de transmission, mais également ils ont besoin de cette indépendance-là vis-à-vis du pouvoir exécutif. L'USAID soutient le processus politique et électoral de la Guinée. C'est pourquoi le National Democratic Institute a signé un protocole d'accord pour l'accompagnement de l'Assemblée nationale. Il n'y a qu'une doute que les tâches qui vous attendent sont énormes. Non seulement vous devez vous organiser, adopter des règles et procédures internes, vous assurer que vous et votre personnel avez la capacité technique à être des partenaires efficaces avec la branche exécutive du gouvernement. Mais vous avez également des très importantes législations que vous avez à gérer presque immédiatement. Nous avions pensé quand même qu'au début de cette législature, de mettre les députés dans la philosophie parlementaire, dans un bain parlementaire, de manière à ce qu'ils puissent appréhender toute la dimension donc, de leur responsabilité en tant que législateurs, en tant que représentants du peuple et en tant que contrôleurs donc, de l'action du gouvernement. Ces parlementaires vont réfléchir sur le rôle et la responsabilité de l'Assemblée nationale et faire une proposition de la vision de l'Assemblée nationale pour la législature, tout en mettant en œuvre une stratégie pour les actions à mener les 5 prochaines années. Je vous invite à faire l'état des lieux sans complaisance, en identifiant nos forces, nos faiblesses et en déterminant les grands axes stratégiques qui nous permettront d'atteindre les objectifs liés à la mission assignée à l'Assemblée nationale. Cette retraite est une nécessité pour rendre l'institution parlementaire efficace sur le terrain. Le ministre d'État en charge des Finances s'est entretenu avec les principaux bailleurs de fonds de notre pays. Il a été question de dresser un programme cohérent et réalisable pour l'exercice 2014. Boubacar Ba a suivi la rencontre. Savoir découvrir les valeurs d'avenir, c'est prendre aujourd'hui de l'avance pour demain. C'est dans ce sens et pour plus de transparence et de fiabilité dans la conduite des opérations financières de l'État que le ministre d'État en charge des Finances a rencontré tous les représentants des partenaires techniques et financiers de la Guinée. Objectif, passer en revue un certain nombre de questions articulées autour de la présentation du groupe thématique macroéconomie et finances publiques créé à cet effet pour assurer le suivi des réformes et des actions à réaliser en 2014. Au cours de la rencontre, les principales activités de ce groupe ont été définies, des actions qui portent sur la coordination, le suivi et évaluation, les politiques et programmes de réforme économique, financière et technique. D'autres questions ont été également soulevées. Il s'agit entre autres de la restructuration de la cellule technique pour la stratégie de réduction de la pauvreté. À ce sujet, le gouvernement envisage de mettre en place un conseil de coordination des réformes économiques et financières, un conseil qui semble renaître sur les cendres de l'ancien CCF, entendé Comité de coordination économique et financière.
matière. Nous nous sommes accordés sur les constats et les mesures également à prendre pour booster la croissance, renforcer la croissance, améliorer la gestion des finances publiques et contribuer à faire venir davantage d'appui extérieur à travers le véhicule de l'appui budgétaire. Donc ces constats-là ont été partagés et nous sommes sur la même longueur d'onde. Le but c'était en fait de présenter le groupe thématique qui travaille autour des problèmes macroéconomiques et finances publiques au nouveau ministre d'État chargé de l'économie et des finances et de réfléchir ensemble sur l'organisation du travail dans un avenir proche, c'est-à-dire la préparation d'un atelier qui discuterait un peu plus en profondeur du plan de travail 2014. Les questions liées à l'audit de la dette intérieure, le calendrier des réformes des marchés publics et le recensement biométrique ont été largement débattus. Les deux groupes thématiques macroéconomie et finances publiques, pilotés par l'Union européenne, se retrouveront le 19 mars avec le ministre d'État pour les grandes réformes. En plus bref, la 58e session de la Commission sur les droits de la femme a ouvert ses portes lundi au siège des Nations Unies. Le thème de la rencontre porte sur le défi et la réalisation de la mise en œuvre des objectifs du millénaire pour le développement. Une délégation de la coalition des filles et femmes de Guinée pour la consolidation de la paix participe à cette session. Le reportage est de votre envoyé spécial, Safia Tokondé depuis New York, dans nos prochaines éditions d'information. Et puis à Kindia, dans la première région militaire du pays, une vaste opération de destruction de munitions défectueuses a été lancée mardi. Les experts français participent à cette action. À propos, l'état-major général des armées a fait un communiqué que nous vous proposons à suivre. Communiqué de l'état-major général des armées. L'état-major général des armées lance le chantier de dépollution pyrotechnique du camp de Kindia, première région militaire, à compter de ce jour 11 mars 2014. Cette opération, baptisée Opération Sili, vise à détruire 100 tonnes de munitions défectueuses, partiellement enterrées dans les années 70 et 80, va mobiliser pendant 3 mois de nombreux services des forces armées guinéennes et en particulier le bataillon du génie militaire et des spécialistes de déminage de l'armée. Les forces de l'ordre et la protection civile seront également associées au chantier. Pour mener à bien cette opération, la Guinée a demandé le concours de ses partenaires et en particulier l'appui de la France et de l'Union européenne qui ont décidé d'appuyer financièrement l'action du ministère de la Défense. Par ailleurs, des spécialistes français du déminage de la sécurité civile fourniront l'expertise technique aux côtés de leurs camarades guinéens pendant toute la durée de l'opération. Enfin, la France a affrété pour cette mission un avion de la sécurité civile qui apporte ce 11 mars 2014 plus de 4 tonnes de matériel et d'explosifs indispensables à l'opération. Les forces armées guinéennes veulent ainsi solder une situation héritée du passé. L'extension urbaine de la ville de Kindia, qui jouxte maintenant le camp, rendait en effet urgente cette opération de destruction. La proximité de ces munitions défectueuses avec la population a déjà provoqué plusieurs drames au fil des ans, dont le dernier avait causé la mort de 2 jeunes recrues qui avaient manipulé des obus. Au service du peuple guinéen, qu'elles entendent protéger contre tout type de menaces, y compris celles résultant de risques technologiques, les forces armées guinéennes prennent ainsi toutes leurs responsabilités en engageant des moyens considérables au profit de la population menacée de Kindia. Aux côtés des autres institutions qui concourent à la sécurité des personnes et des biens, elles s'engagent à rendre au peuple guinéen un camp dépollué et dénué de toute menace pour sa sécurité. Les autorités locales et la société civile ont été associées au projet depuis les premières reconnaissances
ont été effectués en septembre 2013 et continueront de l'être tout au long de ce chantier. L'état-major général des armées rassure les populations des environs que toutes les dispositions sécuritaires ont été prises et les demande de bien vouloir respecter les consignes de sécurité. L'Association pour le développement économique et social a organisé une cérémonie de lecture du Saint-Coran et de sacrifice à Conakry. L'initiative vise à implorer la grâce divine pour qu'il repende sa miséricorde sur notre pays. Adiatou Bari était de la partie. La paix et la concorde en Guinée, tel est le souci majeur de l'ADESO. En implorant la grâce divine, cette association pour le développement économique et social entend faire de la paix et de la concorde en Guinée une réalité. L'ADESO s'est alors fait le devoir d'initier cette grande cérémonie de sacrifice et de lecture du Saint-Coran pour implorer Dieu afin qu'il renforce et consolide cette unité retrouvée des filles et fils de Konya et permette au professeur Alpha Condé de réaliser son rêve de développement socio-économique de notre pays. Ce sont 7 moutons et 7 vaches qui ont été immolés en plus de la lecture du Saint-Coran dont les versets ont été lus à plusieurs reprises. Ma satisfaction est grande, je prie seulement Dieu qu'il exauce toutes les bénédictions qui ont été formulées et aussi qu'il protège et répande sa grâce sur notre pays et sur tous les Guinéens. Nous sommes très satisfaits de participer à cette réunion. Ils ont fait des prières pour la Guinée, pour le président, le professeur Alpha Condé, pour l'entente, pour l'unité et je crois que c'est ce que tous les Guinéens devraient faire. Créée le 26 janvier 2011 en Zérékouré, l'association pour le développement économique et social est déjà présente dans les 7 préfectures de la région de Zérékouré. Aujourd'hui, son ambition est de couvrir toute la Basse-Côte à travers son antenne de Conakry. Sport, avant de refermer cette édition, l'actualité, vous le savez, avec l'exploit du Auréa Club de Conakry qui vient d'éliminer le Raja de Casablanca au Maroc. Le Auréa doit poursuivre son chemin aux côtés d'autres clubs du continent. Sur ce plateau, nous recevons en direct M. Amara Traoré, l'entraîneur du club de Auréa. Monsieur l'entraîneur, bonsoir. Oui, bonsoir. Merci d'avoir accepté notre invitation. Première question, qu'est-ce qui a permis au Auréa d'arracher cette victoire au tir au but au Maroc? Donc c'est un travail qui a été fait depuis quelques 2 ans, donc avec un président M. Antonio Soare, qui est très dynamique, qui a essayé d'impulser une dynamique et qui a une vision pour l'horizon 2017 et que nous on a essayé de traduire cette vision-là sur le terrain. Donc il a su inculquer à ces joueurs la dynamique de gagner, d'y croire, de ne jamais baisser les bras. Depuis le début, donc quand on a fait le tirage pour avoir le Nouadhibou et le Raja, il a toujours dit qu'on va les battre et il a réussi à faire ça. Donc maintenant il a réussi à transmettre cette culture de gagne, cette culture de management et être conquérant, et c'est ça que ces jours ont traduit sur le terrain. Maintenant il a fait qu'on a su résister à une tempête des Marocains. Mais ça n'a pas été facile. Pas du tout, ça a été très très difficile parce qu'on a joué dans un stade plein où il y avait presque 8000 personnes avec 11 joueurs marocains plus le public, plus pour un arbitrage en deuxième mi-temps qui n'était pas du tout sans reproche. Donc maintenant mes joueurs ont montré une qualité psychologique très forte maintenant pour pouvoir résister à tout ça. Et comment donc vous préparez les prochaines rencontres? Ça se prépare bien, donc ça commence déjà par samedi contre Séquence et puis dès dimanche on va commencer à préparer les Sfax maintenant qui est aussi un gros morceau parce qu'ils ont été champions d'Afrique l'année dernière en Coupe CAF. Mais bon, vous savez, pour être grand il faut battre les grands, donc on respecte tout le monde mais on n'a peur de personne. Donc je pense qu'aujourd'hui la Guinée est en train de montrer qu'il peut rivaliser avec les grands d'Afrique et que le championnat guinéen est en train le championnat guinéen montre qu'aussi c'est un bon championnat, donc la fédération est en train d'organiser un très bon championnat digne de son nom et je pense que maintenant d'ici le 23 donc on va recharger les batteries et puis essayer de battre cette équipe là à domicile. Dernière question, quel regard portez-vous sur l'évolution du football guinéen? On le sait, vous avez été déjà l'entraîneur de l'AS Kaloum puis Auréa.
Vous savez, le football guinéen, je l'ai toujours dit, il y a beaucoup de mines d'or ici, parce que c'est un football, il y a beaucoup de talent. Donc, nous, dans notre jargon, on appelle les mines d'or. Donc, vous savez, il y a des talents innés. Il y a des talents innés. Vous savez, le talent inné, donc le développement résulte du métabolisme. Et maintenant, après l'apprentissage, c'est la répétition. Donc, le talent est là. Le talent est là, maintenant il faut développer ce talent-là. C'est pour ça qu'aujourd'hui, M. Antonio Soare a mis en place un centre de formation sur 11 hectares, donc avec des terrains ultra-modernes qui vont faire surface bientôt, pour essayer de développer ce talent-là, pour essayer de donner à la jeunesse guinéenne la possibilité de développer le talent et puis la possibilité aussi de jouer au haut niveau. Donc nous, on est là pour traduire ça. Je pense que sous peu de temps, avec la direction technique, on va essayer de mettre tout ça en place. C'est vraiment un bel exemple à suivre. Monsieur l'entraîneur Amara Traoré, merci d'avoir répondu à nos questions. Je vous en prie. Bon, c'est le moment aussi de remercier tout le peuple guinéen du soutien qu'il nous a apporté durant cette double confrontation. Maintenant, le plus dur reste à venir, donc on demande à tout le monde de venir au stade aussi le 23 pour essayer de encourager parce qu'on a 2 matchs, on a 180 minutes de rentrer dans une phase de poule qui sera historique. D'abord, la victoire a été historique, donc je pense qu'il faut que tout le monde soit là le 23 en rouge et blanc, d'abord en vert jaune rouge et puis en rouge et blanc pour supporter cette équipe-là. C'est normal, nous y serons. Merci. Monsieur Amara Traoré, merci donc d'avoir répondu à nos questions. C'est la fin de cette édition à tous. Merci de nous avoir suivis. Excellente soirée, où que vous soyez dans le monde. À demain.